souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog que j'entame en ce lundi 22 mai. Ensoleillé mais froid pour un mois de mai, je dirais. Il fait quand même à peu près 8, mais bon, c'est pas grave. Alors, je l'entame alors que je suis en congé. Comme du reste, une bonne partie du Québec. Ici, de notre côté, c'est la journée des Patriotes. Bon, moi, c'est déjà ma journée de congé, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, vous allez peut-être entendre un petit peu plus de moto encore, comme à chaque fois que il y a des journées de congé. De notre côté, ça roule à côté de la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Tout d'abord, j'ai fini par choisir une lecture audio. J'ai un peu hésité, ça m'a pris du temps avant que je le fasse, mais j'ai fini par me lancer dans le tome 3 de la série des, je sais pas jamais comment le dire, ouais, du Thursday Murder Club Mystery de Richard Osman, donc The Bullet That Missed. Voilà. Alors, je l'ai en papier ici, mais je le lis en audio également. Donc, je l'écoute en audio également. Là, j'ai en écouté une bonne partie, donc mon signet n'est plus vraiment à la bonne place. Je ne sais pas trop si je vais pouvoir rapidement le retrouver, mais je ne sais pas trop. Je pense que je suis peut-être rendue ici à peu près, là. Donc, près de la moitié, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce livre-là? On va retrouver notre fameuse bande de septuagénaires, octogénaires et nonagénaires qui habitent à Cooper Chase, qui est un espèce de village résidentiel pour personnes âgées. Mais eux sont tous sauf âgés et inactifs. C'est des gens à l'esprit vif qui essaient de toujours se mêler de crimes qui ne les concernent pas nécessairement, mais qui finissent par les concerner. Alors, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup parce que c'est un tome 3, ça pourrait divulgacher. Ça reste des enquêtes complètes, mais dans celui-là, vraiment, on voit beaucoup de choses qui vont suivre. Donc, quand on va commencer l'histoire du tome 3, c'est directement en lien avec la fin du tome 2. Donc, je ne sais pas trop comment je pourrais vous dire, à part le fait que cette fois-ci, ils vont examiner le Thursday Murders Club. Ils se retrouvent à tous les Thursdays pour examiner des vieux cas, cas de meurtres non élucidés, puis essayer de voir s'ils peuvent les résoudre. Et puis dans ce cas-ci, on va parler de la mort d'une journaliste qui s'est passée il y a 10 ans et qui avait trouvé la mort en tombant en bas d'une falaise avec sa voiture. Et ils vont se lancer là-dedans. Et puis là, plus ça va aller, puis plus évidemment, il va y avoir des ramifications. Comme d'habitude, ils vont faire affaire avec leurs collègues du poste de police, Chris et Donna, qui au début sont moins coopératifs, mais qu'au fil des tomes vont finir par comprendre que, un peu comme avec Miss Marple, des fois, il vaut mieux avoir ces connexions-là que les avoir de notre côté plutôt que les avoir contre nous. Donc, c'est bien intéressant, cette dynamique-là entre les policiers officiels et les détectives amateurs, entre guillemets. Évidemment, chacun des personnages principaux a son bagage. On a Jace, qui a l'air d'une petite mamie inoffensive, mais qui a beaucoup de choses dans son bagage. Elizabeth et son Steven, qui elle aussi a un passé qu'on peut dire parce que c'est pas divulgateur, mais elle travaillait pour le MI5, donc c'est une ancienne espionne. Et est-ce qu'on peut vraiment être une ancienne espionne? C'est tout ce que je peux vous dire. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans le passé, n'est-ce pas? Il y a également Ibrahim, qui est un ancien psychiatre, Ron, qui je me souviens plus, qui est dans le commerce, il me semble, je me souviens plus. Et est-ce qu'il y a d'autres mondes que j'oublie? Non, je pense pas. Donc, c'est vraiment le quatuor à tout casser. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble et ils se tiennent, ils sont solidaires. C'est tellement excellent, Richard Osman. Le premier tome, j'étais pas sûre. Si jamais vous avez jamais commencé cette série-là, arrêtez-vous pas au fait que le premier tome a l'air un peu d'une mise en contexte parce que c'en est une. Donc, c'est vraiment lent avant de commencer. Dans le premier tome, ça prend peut-être 100-150 pages pour commencer parce qu'on met en place les personnages, on met en place ce contexte et tout ça. Mais par après, ça vaut le coup de s'accrocher parce qu'à partir du tome 2 et 3, et puis écoutez, on est tellement attachés aux personnages, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Ce que j'adore, c'est que ce sont des personnes âgées qui ont chacun leur bagage, ils ont un peu rien à perdre, donc il y a vraiment beaucoup d'humour là-dedans. C'est également des gens qui ont un peu peur de rien, mais en même temps, qui savent que leur corps ne peut pas toujours les suivre en raison du fait qu'ils sont quand même âgés. C'est tellement une bande que je suis contente de retrouver à chaque fois. Donc, j'ai décidé de me lancer dans celui-là. J'hésitais un peu après avoir lu mon premier polar scandinave en livre audio la semaine dans le dernier vlog. Et écoutez, j'étais comme bon, je vais encore lire un policier. Mais là, ça,
c'est du cozy mystery. C'est pas exactement du cozy mystery. Ben, un peu, parce que ça se passe quand même dans la campagne, dans le Kent. Donc, ça a quand même quelques codes. C'est des détectives amateurs, même s'il y a un peu des policiers qui sont impliqués. Puis c'est vrai que c'est pas non plus gore à ce point-là, mais c'est pas gentillet, mettons. Alors voilà, je suis bien contente, je suis dans cette lecture-là, ça avance bien. À mon avis, je vais le finir assez rapidement cette semaine, puis je sais pas trop dans quoi je vais me plonger d'autres. J'ai encore une BD, je l'ai lu, Le cœur en braille. Oh, vous voyez mon kangourou caché ici. Donc j'avais le cœur en braille que j'avais acheté, que j'aurais aimé ça pouvoir lire. Et puis ben, sinon, j'avais aussi le de Mapmakers qui était une BD aussi que j'avais empruntée à la Bibli. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais de toute façon, vous savez que je vous tiens toujours au courant quand ça avance dans ma semaine. Alors écoutez, sans plus tarder, on va se lancer ça, ce petit vlog-là. Alors je vais dire à mon livre et allons-y! Hey, bonjour! Alors je reprends pendant ma petite marche pour vous parler du livre que je viens de terminer, c'est-à-dire de tome 3 du Thursday Murder Club de Richard Osman, The Bullet That Missed. Et ma foi, c'était encore un coup de cœur. C'est vraiment une super série. Les personnages vont encore plus loin, les liens se tissent, les boucles se bouclent. Si bien que je ne ferai pas vous parler plus de ça parce que c'est un tome 3. Puis comme je vous disais, cette fois-ci, bien que c'est toujours une enquête qui est terminée à la fin de chaque tome, désolée, il y a des moustiques, c'est terminé à la fin de chaque tome, ça reste que les personnages évoluent vraiment beaucoup, donc je peux pas, si je vous dis certains trucs par rapport à certains personnages, ça va un petit peu vous divulgacher la situation, mais en gros, je vous dirais que j'ai retrouvé la plume absolument savoureuse avec un humour on ne peut plus intéressant de Richard Osman. Des personnages plus grands que nature, troisième âge, mais bon, avec beaucoup plus de vitalité que beaucoup d'autres personnes que je connais qui ne sont pas encore rendues là. Et ça donne l'impression que la boucle semble bouclée pour le Thursday Murder Club, mais je dois vous dire que j'ai vu qu'un 4e tome était potentiellement à paraître cet automne. Donc, bonne nouvelle. C'est pas que ça finit sur un hanger, mais il y a beaucoup de boucles qui se bouclent. Puis on se dit que peut-être que ça pourrait se terminer là. Mais je ne peux qu'être en hâte de retrouver cette bande de personnages si attachants. C'est tellement intéressant. Narration à plusieurs voix. On sort des sentiers battus, on perçoit des fois qu'est-ce qu'on pense qui va se passer, mais finalement, à chaque fois, on se fait déjouer. Décidément, depuis le tome 2, il y a juste le tome 1 que j'avais aimé avec un petit peu plus de tiédeur, disons. Mais à partir du tome 2, ça a vraiment été des coups de cœur. On embarque, on n'est pas capable de lâcher. J'ai lu ce livre-là super rapidement. Je l'ai commencé comme juste dimanche un petit peu. Puis finalement, hier, j'en ai lu une grande partie en format papier. Puis j'ai continué en livre audio. Puis je l'ai terminé là, tout juste aujourd'hui avec ma marche du midi puis mon retour à la maison. Donc voilà, c'était ma lecture. Quelle belle lecture. Et puis, ben écoutez, je suis en train d'essayer des nouveaux livres audio. Je pense que je vais tenter. Je suis en train de commencer, j'espère que ça va rester. Mais je suis en train de tenter le fameux Les enquêtes de Lady Rose de M.C. Beaton, qui à ce moment-là écrivait sous le pseudonyme de... en fait, c'est pas vraiment tout à fait un pseudonyme, je pense que c'est presque son nom, là, mais de Marion Chesney. C'est des enquêtes qui se passent dans le temps de la Regency. Puis de ce que je peux comprendre, ça ressemble un peu à du Jane Austen avec des enquêtes, dans le sens que jusqu'à maintenant, on fait affaire avec un personnage, Lady Rose, qui est une jeune femme de 19 ans et qui pose un regard bien sévère sur les us et coutumes de la société à ce moment-là, où les femmes n'avaient pas beaucoup de latitude. Ça semble commencer avec vraiment la saison des débutantes et tout ça, puis ça a l'air d'être banal, mais définitivement, il y a l'air d'avoir un petit quelque chose, une verve inhabituelle que je ne rencontre pas souvent chez M.C. Beaton. Donc, je l'ai commencé, je vais voir si je vais le poursuivre, je vous en parlerai, là, mais je pense que je vais quand même le poursuivre pour voir. C'est pas une très longue lecture, puis ben je vais voir, parce que je vous dirais que celle qui m'a un peu convaincue de lire, c'est vraiment Fluent Books, parce que elle a vraiment des goûts variés, elle a des goûts qui vont en diverses profondeurs. Elle va lire du polar, mais elle va lire aussi des essais, elle va lire aussi de la littérature générale.
Et elle a vraiment souligné le fait que c'était pas mal sa série préférée parce que justement, l'héroïne avait pas la langue dans sa poche, puis il y a vraiment un peu d'autodérision par rapport à l'époque. Donc ça me tente peut-être bien. Alors, et en plus, ici, on va avoir vraiment des enquêtes cette fois-ci, c'est pas comme dans les chroniques de Bond Street. Donc, je tente le coup, puis je vous en reparlerai de toute façon. Puis je vais devoir mettre fin à notre petite rencontre parce que je me fais complètement dévorer par les moustiques en ce moment. Alors voilà, je vous dis à bientôt! Hey, bonjour! Alors, je fais un petit coucou rapide pendant que je fais ma petite marche pré-souper avec un fond de tondeuse. Désolée pour le son. Parce que je vais vous parler de ma lecture en cours. Finalement, j'ai décidé d'abandonner le fameux Marion Chesney Snobbery with Violence, fait que les enquêtes de Lady Rose. J'ai essayé, c'est pas mauvais. Puis je disais que ça me faisait un peu penser à Jane Austen, mais ça n'a pas la qualité de Jane Austen, bien entendu. Puis là, je savais que j'allais comme trop comparer, donc j'ai finalement laissé tomber. C'est pas pour moi, finalement, que ce soit sous le nom de M.C. Beaton ou de Marion Chesney, c'est juste sa plume qui n'est pas nécessairement pour moi. Donc, j'ai fini par obliquer vers une suite de séries. Donc, j'ai décidé de lire le tome 2 des Mitford Mysteries, donc le fameux Bright Young Dead de Jessica Fellows. Et on retrouve la fameuse je pense qu'elle est quoi? Femme de chambre, mais dédiée elle accompagne, elle soutient dans le fond la nanny. Donc c'est Louisa Coleman, je pense, qui est là. On les retrouve quelques années plus tard après le tome 1. Et puis elle est toujours au sein de la famille Mitford. Et il va se passer, cette fois-ci, on va suivre plus le personnage de Louisa, le personnage de Pamela, qui est la seconde des sœurs Mitford, la plus âgée, en fond. Donc, je pense que partant, on va suivre chacun des enfants, c'est ce que je semble comprendre. Et cette fois-ci, Pamela va atteindre 18 ans, il va y avoir une célébration et il va y avoir malheureusement le meurtre d'une des personnes qui était à la fête. Et Louisa va être un peu impliquée dans certaines choses plus ou moins légales et va essayer finalement d'élucider ce mystère-là pour essayer de sauver une de ses collègues femmes de chambre. Et pendant ce temps-là, son fameux ancien compatriote Guy Sullivan, qui est rendu maintenant à la Metropolitan Police, va enquêter sur une bande qui s'appelle les 40 Thieves, je pense. Donc, qui est une bande qui a déjà existé, d'ailleurs comme les sœurs Mitford d'ailleurs, et c'est une bande de voleuses féminines avec à leur tête Alice Diamond. Et il va se ramasser dans cette situation-là à vouloir essayer de prouver qu'il peut avancer dans la Metropolitan Police avec comme acolyte une constable, la constable Moon, qui est une femme et à qui on donne absolument aucun travail d'enquête, puisqu'évidemment elle est une femme alors qu'on est au début du 20e siècle. Alors en parallèle, on va suivre ce duo-là, Guy et Constable Moon, et Mary Moon qui s'appelle. Et de l'autre côté, on va suivre Louisa qui va essayer de résoudre l'enquête du meurtre de celui qui avait pu participer à la fête de la fameuse Pamela. Et on sent que potentiellement, il y a toutes des ramifications entre ces deux pans de l'enquête-là. Donc jusqu'à maintenant, je suis bien contente d'avoir retrouvé les personnages. J'étais pas sûre de me retrouver après, ça fait un moment quand même que j'ai lu le tome 1, mais finalement, j'ai quand même repris mes repères assez vite. Puis, ben voilà, jusqu'à maintenant, je trouve ça bien plaisant. J'aime bien le fait que ce soit une narration, encore une fois, avec deux perspectives, donc celle de Louisa et celle du duo Guy Sullivan, Mary Moon. Puis, ben, je vous en parlerai un peu plus si je peux. C'est sûr que comme c'est un tome 2, je ne pourrais pas beaucoup vous en parler. Mais quand même, je vous parlerai de mon appréciation de la lecture. Alors voilà, c'est tout. À tantôt. Hey, je vous fais encore un petit coucou post-marche pour vous parler de deux petites réceptions. Bon, OK, un achat et une réception. Encore un livre usagé que j'ai trouvé dans une vente de livres à ma biblio. Donc, voilà, j'ai pas pu résister parce que c'était un Neil Gaiman. Là, vous excuserez la quantité phénoménale de collants, mais c'est un ancien livre de biblio. Donc, c'est The Ocean at the End of the Land. The Ocean at the End of the Lane, pardon, de Neil Gaiman. Celui-ci, c'est publié chez William Morrow. Et je ne sais pas trop comment ça peut se décrire, mais c'est... j'essaie de voir si je suis capable de vous en parler. Non, je pense pas que j'arriverai à vous en parler, mais en fait, je vais peut-être juste vous lire ce qui a été dit
à l'arrière, en fait, de ce livre-là, parce qu'il y a Joanne Harris qui a dit « Some books you read, some books you enjoy, but some books, like this one, just swallow you up, heart and soul. » Donc, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais il y a des livres que vous lisez, il y a des livres que vous savourez, mais il y a des livres comme celui-ci qui vous avalent, swallow you up, qui vous envoûtent, qui vous entraînent, cœur et âme. Et puis, il y en a une autre qui dit que ce livre-là, donc The Ocean at the End of the Lane, qu'il l'a lu d'un seul coup et que c'est imprégné de mythes, de mémoires, d'eau salée et que c'est tellement charmant qu'on a l'impression que ce livre-là a toujours été là, quelque part dans la matière imaginaire de l'univers. Donc, là, ça, c'est des traductions spontanées, peut-être pas précis. Donc, j'ai pas voulu en lire tant plus que ça. Ça semble assez troublant, mais aussi assez magique, donc, entre guillemets. Donc, je sais pas, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air, mais je fais confiance à Neil Gaiman. J'ai même pas le goût de lire complètement la 4e de couverture pour une fois. C'est un livre assez court, hein, ça fait 178 pages. Donc, ça me tentait bien. Alors, j'ai pas pu résister. Encore une fois, un petit dollar bien investi pour un Neil Gaiman. Et finalement, j'ai reçu aujourd'hui mon envoi habituel. Je vais vous cacher mon adresse. Mon envoi habituel de chez Atelier 10. Et qu'est-ce que c'est chez Atelier 10? Habituellement, c'est les fameux essais auxquels je suis restée abonnée. Donc, leur collection qui s'appelle Documents. Et je vais voir. Je ne sais même pas c'est quoi le titre. On en reçoit, je crois, 3 par année. C'est aussi disponible en librairie pour ceux qui ne connaissent pas cette série-là. Ouh, c'est toujours des couleurs assez flamboyantes. Alors, celui-ci, c'est Habiter une cage ouverte de Caroline L. Minot. Regard sur la liberté et ses paradoxes. Alors, voici, c'est le numéro 24. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est toujours intéressant. Je vous rappelle que la collection de documents, c'est une collection qui propose des petits essais d'absolument moins de 100 pages qui abordent un sujet, mais d'une façon pas, peut-être pas informelle, mais c'est habituellement des gens qui ne sont pas des spécialistes de ce sujet-là qui vont les aborder, soit en regard de leur expérience personnelle, soit en regard d'un intérêt particulier, soit en regard de certaines recherches qu'on fait là-dessus, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui sont spécialisés là-dedans. Par exemple, Caroline L. Minot, c'est une enseignante de philosophie au collégial. Alors, elle nous parle ici de la liberté et ses paradoxes, et je vous lis la 4e. Les librairies débordent de recettes pour libérer notre enfant intérieur ou être libre en apprenant à s'aimer. Une certaine droite, elle, nous incite à confondre liberté et individualisme. Mais pourrions-nous envisager une manière plus ambitieuse d'être libre? S'appuyant sur la philosophie comme sur les sciences cognitives, Caroline L. Minot explore cette réalité fragile et difficile à apprivoiser qu'est la liberté. Elle nous invite à réfléchir aux normes qu'on internalise, à nos stratégies d'évitement et à tout ce qui conditionne nos désirs, nos choix et nos ambitions individuelles et collectives. Ça a l'air très intéressant. Ça a l'air un peu plus poussé. Là, je viens de vous dire que c'est un peu plus accessible. Je pense que c'est un petit peu plus poussé. Je vois quand même des petites notes de bas de page en pensant qu'elle est une enseignante au collégial, mais habituellement, c'est quand même un ton qui est très invitant. Et là, je vois que c'est divisé en chapitres. Donc, on a réflexion préliminaire, regard sur la liberté intérieure, regard sur la liberté économique, regard sur la liberté technologique et libre ensemble. Donc, ça m'intéresse vraiment. Je vais peut-être essayer de me le caser quelque part. Peut-être pas cette semaine. Je vais voir. En même temps, j'ai comme beaucoup de congés. J'ai des congés vers la fin de la semaine puis au début de la semaine prochaine. Donc, peut-être que je pourrais lire une petite plaquette comme ça. Ça se lit habituellement assez bien. Donc, je vais voir. Il y a des sous-sections, mis à part les chapitres. Il y a des sous-sections qui sont quand même assez courtes. C'est assez dense, par contre. Donc, écoutez, juste pour vous dire, c'est pas un repère. Ils sont pas tous comme ça. Par exemple, Fanny Britt en a fait plusieurs. Elle a fait les tranchées et les retranchées. J'ai bien aimé celui de Raphaël Germain. J'ai bien aimé celui de Catherine Dorion. Donc, je vais vous les mettre ici en vrac. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment chouette. C'est une superbe collection. C'est super abordable, là, 15,95 en librairie. Et puis, c'est québécois.
ça donne la voix à des gens qui la prennent pas nécessairement toujours dans ces avenues-là. Donc voilà, ma petite réception du jour, je suis vraiment contente. Puis c'est ça, c'est un abonnement. Donc, on peut les acheter, mais on peut aussi s'abonner. Puis en s'abonnant, on a un coût annuel, puis on reçoit les 3 à la maison. Donc, si jamais vous voulez, c'est intéressant parce qu'Atelier 10, c'est également une maison d'édition qui s'occupe de faire la revue, le magazine, un nouveau projet. Puis je trouve que c'est vraiment une belle façon de les soutenir. Puis moi, c'est surtout que le contenu m'intéresse. Puis là, ben, en plus, si je peux les avoir à la maison, livrés, ça vient dans... Il n'y a pas un excès d'emballage, là. Ça vient dans une enveloppe comme ça ici parce que ça rentre tout à fait à l'intérieur. Donc, je trouvais ça bien. Là, je veux dire, c'est pas un... On n'arrive pas avec des boîtes, puis on n'est pas trop pire sur l'environnement. Voilà, moi, j'habite en campagne, donc des fois, c'est chouette de me dire que je vais pas nécessairement prendre la voiture pour aller me chercher un petit truc comme ça. Mais bon, voilà. Bref, j'encourage je soutiens cette initiative que je trouve vraiment chouette. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était donc... mon achat du jour en usager et ma réception du jour en usager. Et puis voilà, c'est tout. Je vous reprends dès que possible. Hey, bonjour! Alors, je fais un petit coucou du vendredi matin, comme d'habitude, juste avant le boulot. C'est souvent là que je me consacre à la lecture de romans graphiques ou de BD. Et là, en fait, j'ai eu la confirmation que j'avais accès à 2 services de presse, encore une fois, via la plateforme netgali.fr et en collaboration avec les éditions Dupuis. Donc, c'est un duo de BD. C'est un concept particulier. Alors, c'est la BD dont le nom de la série est Le métier le plus dangereux du monde. Alors, je m'essaie ici. C'est par Boquet et Lé chez Dupuis. Et c'est particulier parce que le tome 1 se déploie en 2 sous-tomes. Donc, il y a le tome 1 face et le tome 1 pile. Et dans les 2 cas, on va avoir la vision de chacun d'un personnage différent, mais qui fait partie d'une même fratrie. En résumé, cette série-là se situe dans un monde où il y aurait eu, au début du 20e siècle, la menace qu'une comète plutôt, s'écrase sur la Terre et que tout disparaisse. Mais finalement, comme dans un bon film américain, la comète aurait un peu dévié sa trajectoire et ce serait plutôt disséminée en milliards de petits cristaux dans l'atmosphère qui ont fini par tomber tranquillement sur la Terre. Et on aurait réalisé tranquillement, au fil du temps, que le premier être vivant à être en contact avec ces morceaux-là, ces restants de comètes-là, dans le fond, se faisait transmettre un pouvoir, un super pouvoir varié, et qu'il avait ce pouvoir-là jusqu'à sa mort. À ce moment-là, l'espèce de fragment de comète redevenait comme disponible et la prochaine personne, le prochain être vivant qui l'approchait avait le pouvoir. Donc, ça s'est poursuivi à travers le temps. Et on est comme de nos jours dans cette situation-là. Ce que ça a généré, bien entendu, c'est une génération, une humanité qui contient des gens qui sont des super-héros, mais
par la force des choses parce qu'ils ont été en contact avec cette pierre-là. Donc, c'est un métier, le métier de super-héros. Et c'est en effet un métier très dangereux, comme le dit la série. Alors ça, c'est la prémisse. On va ensuite aller rejoindre, peu importe dans quel temps vous allez être, on va aller rejoindre une famille, la famille Lefty, qui est une famille assez, disons, pas pauvre, mais disons qu'il y a de la misère un petit peu à joindre les deux bouts. Le papa travaille est propriétaire ou gère un restaurant de kebab. La maman, je crois, qui est à la maison, fait de la couture. Et Luna et Ziad sont les deux adolescents de la fratrie. Et les deux ont des contextes différents. Donc, dans le tome Face, oui, dans le tome Face, on va suivre Ziad, pas Ziad, pardon, je vais l'avoir. On va suivre Luna. Luna qui a un souhait de s'émanciper dans sa famille. Dans le fond, au niveau de la culture familiale, plus particulièrement paternelle, c'est très traditionnaliste. Là. On dirait que les femmes peuvent juste faire de la couture alors que sa mère est quand même beaucoup plus ouverte. Elle essaie de voir si elle peut sortir du moule et elle finit par essayer de faire de la boxe. La boxe de super-héros, je sais pas trop quoi. Et elle va tenter son coup. Et lorsqu'elle va sortir d'un combat, à un moment donné, elle va avoir une petite annonce pour une ligue de super-héros qui recherche une boxeuse. Et elle va prendre le numéro et l'appeler. Et c'est ce qui, de son côté, va faire un peu débouler les choses. Elle va rencontrer une autre personne qui, semble-t-il, a des super-pouvoirs. Et leur aventure va finir par croiser le chemin d'un magasin particulier qui s'appelle Spunk Equipment, qui est tenu par un jeune homme pas quadraplégique, paraplégique, je vais dire, donc en fauteuil roulant, et qui vend plusieurs accessoires de super-héros, des outils, tout ça. Puis les deux jeunes filles se disent, ah, si on a des outils, au moins, si on n'a pas de pouvoir, ça va déjà être ça. Et tout va partir de là. Donc, ils vont rencontrer dans cette boutique-là, par hasard, une espèce de porte particulière qui semble les mener vers un univers où les pouvoirs se déchaînent. Donc, on va s'arrêter là. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon, je vous divulgage. Puis, c'est vraiment une BD qui est vraiment liée à l'action. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le tome pile, donc celui qui va suivre Ziad, qui est le frère de Luna, on va avoir en fait un parcours parallèle. Donc, ça va se passer dans la même période de temps, mais on va vraiment suivre Ziad, qui lui est un jeune homme qui veut jouer au soccer, qui est assez rond, qui fait beaucoup rire de lui en raison de son surpoids. Même ses parents sont pas, son père particulièrement a l'impression qu'il peut pas vraiment performer et tout ça. Puis bon, il se sent vraiment mal, puis il a vraiment le goût d'avoir des super pouvoirs, justement. Il a soif de ça. Et il va lui aussi se retrouver par hasard dans la boutique de Spunk pour les Spunk Equipment. Et il va recevoir de la part du propriétaire des drôles de pilules qui supposément le rendent invisible. Et par la suite, les choses vont débouler. Il va rencontrer une super-héroïne bien particulière et les choses vont débouler. Et il va également, de son côté, être en contact avec une fameuse porte qui donne accès à un monde où le chaos semble être pris dans les super-pouvoirs. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Ça a l'air de ne pas être conclu, mais c'est ce qui se passe. Très longue mise en contexte, vous allez me dire, mais je pense que c'est vraiment important. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Écoutez, au départ, quand j'ai commencé par Face, mais en fait, ces deux BD-là, le concept est qu'on peut les lire dans le désordre. Donc, il n'y a pas un ordre particulier pour le tome 1 Face, puis le tome 1 Pile. Vous pourriez commencer par Pile ou par Face, ça ne change rien. Puis en effet, c'est quelque chose, on va comprendre dans le fond que on sent en fait les liens inextricables entre les deux BD, mais il n'y a pas une façon de l'aborder d'un côté ou de l'autre. On va chercher des choses différentes. Et je vous dirais qu'au départ, je n'étais pas certaine. D'abord, par le visuel, là, c'est très... en même temps, c'est correct. C'est très super-héros coloré, très un peu à la va-vite, dans l'action. Il n'y a pas beaucoup de mise en contexte. J'en ai fait une longue, mais dans les BD, c'est peut-être 2-3 pages juste pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça se fait que la notion de super-pouvoir est là. Mais sinon, ça reste une vie ordinaire. On va suivre une ado avec des questionnements particuliers et tout ça. Et je n'étais pas certaine parce qu'on entrait dans l'action tout de suite. Ça jouait quand même assez gros. On jouait quand même sur des archétypes. Et bon, évidemment, quand on comprend après qu'on est dans un univers où il y a des super-héros, des super-pouvoirs, moi, je l'ai perçu comme étant un univers de comics. Donc, où
vraiment, le principe, c'est de jouer sur les archétypes, de jouer sur, en fait, de l'action, des gros coups d'éclat. Donc, je l'ai perçu comme ça. Puis là, après ça, j'ai commencé à l'apprécier. Ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est que j'ai adoré les personnages, en fait. Ils sont archétypaux, mais ils sont quand même bien développés en si peu de temps, malgré le fait qu'on passe dans l'action immédiatement. J'ai bien aimé les deux parents de Luna et Ziad, le papa très conservateur, mais en même temps qui aime beaucoup ses enfants, puis la maman qui a l'air supposément docile en apparence, mais que finalement elle n'est pas si docile que ça. J'ai adoré évidemment les deux personnages principaux, les deux adolescents qui ont leur réalité. Il y en a qui sont un peu plus timides, d'autres moins, mais on va voir vraiment comment ça va se passer. Les gens qui vont graviter autour d'eux autres, on a des gentils puis des moins bons. On est vraiment dans le manichéen, là. Comme je dis, c'est vraiment l'univers des comics. Et ça m'a vraiment marqué. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré le ton qui a été employé. Donc, c'est un ton d'un peu d'autodérision. Donc, oui, on va être vraiment dans les archétypes. On va jouer avec les conventions des comics. On va jouer avec l'espace-temps puisqu'on va avoir deux visions d'un même moment dans le temps. Et on va pas tant se prendre au sérieux. Donc, il y a il y a vraiment de l'humour entre les personnages. C'est beaucoup second degré. Donc, ça m'a fait me poser la question, ça s'adresse à qui? Je pense que ça serait potentiellement à des ados parce que les deux héros sont des ados. Mais il faut vraiment, je dirais qu'il faut être capable de voir le second degré quand même là-dedans parce que je pense que l'intérêt de cette BD-là, c'est vraiment son humour, son ton. Jusqu'où elle va aller dans les paliers de second degré. Puis c'est sûr que si on n'est pas tout à fait encore rendu là à percevoir ça, c'est pas mauvais, mais ça va peut-être que c'est un petit peu plus plat comme perception de la BD. La seule chose que je dirais, c'est que ça a été, ça s'est réglé par la suite, mais comme il n'y a pas de mise en contexte, c'est mon seul bémol, en fait, je dirais, c'est que il n'y a pas de mise en contexte, donc, mettons, par exemple, moi, je suis moins habituée à fonctionner dans un univers de super-héros, donc je me connais un peu moins dans les conventions. Quand j'ai commencé, j'étais un peu perdue. Donc, oui, j'avais la mise en contexte qui me disait qu'est-ce qui s'était passé dans ce monde-là, mais on voit arriver Luna, puis là, finalement, elle veut s'émanciper, mais ça se passe en 2 pages. Puis après ça, elle va prendre le fameux numéro de la Ligue de super-héros avec les boxeurs, puis là, on passe tout dans l'action, puis il y a des courses-poursuites. Puis là, j'étais comme, OK, mais ça va vraiment vite. Puis ça, j'admets que ça m'a un peu déroutée pour moi. Par contre, je peux vous dire qu'à partir de peut-être la moitié de la première BD, peu importe par laquelle vous commencez, mais si vous êtes comme moi, moins habitué à cet univers-là, après la moitié de la première BD, on l'a comme compris que ça servait à rien, en fait, on suit l'action, puis on n'essaie pas de comprendre plus loin qu'est-ce qui se passe devant nos yeux en mode action. Donc, ça s'est rétabli. Mais pour moi, ça a quand même été un tout petit bémol qui a fait en sorte que j'ai hésité, même en me disant au début, oh mon Dieu, est-ce que je vais vraiment aimer ça? Puis j'avais accès aux deux, au tome un face et un pile quand ça venait de galer. Donc, je vais devoir faire, dans le fond, une rétroaction par rapport à ça. Puis je me suis dit, peut-être que celui-là, c'est plus ou moins pour moi. Je ne sentais pas vraiment la clientèle cible. Puis je pense pas que je la suis, que je la suis. Que je la suis? Ouais, je pense que c'est ça. Que je suis la clientèle. Oui, c'est ça. Que je suis la clientèle cible. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Donc, est-ce que c'est un coup de cœur? Pas vraiment, mais c'est une très bonne lecture. Je pense que c'est une très bonne série. Une bonne série à découvrir pardon, pour les ados et même pour les adultes sans vraiment de problème. J'ai bien hâte de voir la suite. Ça m'a intéressé par l'originalité du concept. On a déjà vu ça quand même, le deux perspectives, mais en BD, les seules fois où j'ai vu ça, c'était l'adaptation en roman graphique de la série de romans U4 je me souviens plus c'est qui, c'est un collectif d'auteurs. Donc, ça avait été adapté en roman graphique. Puis ça, en fait, déjà dans les romans, c'était un peu l'idée, c'est qu'on pouvait lire un tome, les tomes dans le désordre, peu importe. Puis dans celui-là, ça a été repris. Mais je trouve que c'est vraiment une super idée parce que ça permet de faire vraiment des liens entre les tomes par après. On y repense, puis on se dit, ah mon Dieu, c'est ça qui s'est passé et tout ça. Donc ça, j'ai adoré cette idée-là également. Pour moi, c'était vraiment un point fort. Donc, très bonne lecture, belle série. J'ai pas vérifié si c'était disponible au Québec. Je vais vous dire ça à l'instant. Parce que je sais ça, dans le fond, moi j'ai accès, je sais que c'est paru le 19 mai en Europe. Comme j'avais accès, dans le fond, au service de presse virtuel. Mais je vais voir si c'est disponible. J'imagine que ça va venir assez rapidement. Habituellement, Dupuis, métier le plus dangereux. Alors, ça dit.
OK, donc ici au Québec, ça va paraître le 1er juillet 2023. Donc, patience pour ceux qui sont au Québec si jamais vous voulez lire. Mais je vous dirais que c'est vraiment une sortie à ne pas manquer pour les amateurs de super-héros. Puis là, on est vraiment avec des ados, puis c'est intéressant, comme je vous dis, parce que c'est le côté un petit peu ironique. Je trouve que ça ajoute vraiment un petit plus à la lecture. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avant de partir pour le boulot. Puis je vous dis à la prochaine et je vous reprends dès que je peux. Hey, bonjour. Alors, je vous fais un rapide coucou parce que, en fait, aujourd'hui, dans ma petite balade dont je vous parlerai un peu plus peut-être vers la fin du vlog ou dans le prochain vlog, je suis tombée sur un album jeunesse, une nouveauté en littérature québécoise que j'avais vraiment envie de découvrir et je l'ai découvert avec plaisir. C'est l'histoire d'Henri de Catherine Lepage. C'est chez Comme des Géants. Je vous ai mis quelques petites images avant. Donc, écoutez, c'est l'histoire d'Henri, qui est un vase, oui, oui, un vase à fleurs, dans un pays où il n'y a que des vases à fleurs. Et dans un pays où les vases qui vont bien peuvent générer des bouquets de fleurs qui surgissent en haut, dans le fond, sur le dessus de leur vase, comme ça, spontanément. Et puis Henri, lui, ça lui arrive pas. Puis il n'y a pas de fleurs. Puis Henri, en fait, lui, quand ça va pas trop bien, ben il déborde comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais à un moment donné, un jour, il se met à déborder sans arrêt. Il essaie d'essuyer avec des serviettes, des éponges, dans un pays d'éponges. Il essaie d'être dans le pays des cratères pour essayer de vider son surplus d'eau là-dedans. Puis là, ça part en débandade. Et puis finalement, il réalise que il a le contrôle sur tout ce qu'il veut, en fait, qu'il y a un bouchon sur le dessus de son vase. Donc, il met son bouchon et ça s'arrête. Et par la suite, il réalise qu'en fait, quand c'est pour déborder, il y a toujours la possibilité de mettre un bouchon et éventuellement, il va même arriver à avoir des fleurs. Donc, évidemment que c'est un album jeunesse qui est sous le thème de l'anxiété, la gestion de l'anxiété. Catherine Lepage nous avait offert des bandes dessinées à ce sujet-là. Dépression, je crois qu'elle avait abordé, mais ça, c'était sur l'anxiété, celui-là. J'ai vraiment aimé ça. C'est elle qui fait à la fois les textes et les illustrations. Et c'est des illustrations colorées, audacieuses, funky. On sent pas du tout le message. Moi, je suis une adulte, fait que je l'ai compris, mais je veux dire, pour un enfant, tout ce qu'on se comprend, c'est que, dans le fond, gérer les débordements, ça peut se faire quand on est un vase. J'ai adoré ça. Ça a vraiment été je pense, un coup de cœur pour moi, décidément. Donc, l'approche originale, l'histoire en tant que telle, l'analogie, mais pas trop didactique, poussée, plate. Vraiment, vraiment une super lecture. Donc, écoutez, si jamais vous avez envie de le découvrir, je vous incite fortement à le faire. Je pense que c'est à mettre entre toutes les mains, même celles des grands. Celles des grands qui ont tendance à avoir un vase débordant. Alors voilà, je voulais juste vous parler de cette petite lecture-là qui s'est glissée subrepticement dans ma journée aujourd'hui. À bientôt. Eh bien, me revoici en ce lundi 29 mai, je crois. Donc, je venais vous rendre compte de mes dernières lectures et accessoirement clore le vlog. Il va être un peu plus court cette fois-ci. J'ai eu une semaine, encore une fois. Donc, il y a eu un peu moins de temps pour vous prendre. Par contre, j'ai quand même mis quelques lectures tout de même au menu. Alors, je vais commencer par ma fameuse lecture
audio que j'ai terminé, c'est-à-dire le fameux tome 2 des Mitford Mysteries, donc de Jessica Fellows, qui s'intitule Bright Young Dead. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire plus de détails, puisque bien entendu, premièrement, c'est un policier, deuxièmement, c'est un tome 2, et en effet, les choses évoluent de façon à ce que éventuellement, ça puisse peut-être vous divulgacher un petit peu des choses du tome 1. Mais bref, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer à suivre en parallèle à la fois l'enquête que mène Louisa Cannon, qui est au service des Mitford, et Guy Sullivan, qui est lui, dans le fond, dans la Metropolitan Police. Guy Sullivan qui se concentre sur le groupe de voleurs, les 40 Thieves, mené par Alice Diamond, et Louisa Cannon qui est la nursery maid, la femme, l'aide à la nanny, je ne sais pas comment traduire ça. Elle, dans le fond, elle va essayer d'élucider le meurtre, en fait, la mort de quelqu'un qui est décédé lors du party d'un des membres de la famille et dont on a accusé une autre femme de chambre et qui ne fait pas partie de la maisonnée des Mitford, mais avec qui elle a comme eu des affinités, étant donné qu'elle semblait avoir un passé un petit peu commun dans les bas-fonds un petit peu là, de Londres. Donc, elle avait reconnu ça, puis elle se disait qu'elle ne pouvait pas laisser cette personne-là sans soutien. Donc, elle va essayer de résoudre ça. Et comme je vous disais, on sent que les choses vont se croiser potentiellement. Et puis, je vous en dirai pas plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le personnage de Guy Sullivan et de Louisa Cannon continue d'évoluer, continue de s'approfondir. C'est super intéressant. Il y a vraiment des grosses réflexions dans celui-là particulièrement. C'est véhiculé par Louisa Cannon, mais même un petit peu par Guy Sullivan. Une réflexion sur les classes sociales à l'époque. Le fait que quand on essaie, entre guillemets, du mauvais côté du lit, ou du mauvais côté, ou du mauvais côté de de la ville, il n'y avait pas vraiment moyen de sortir de ça. Ou du cas, ça demandait vraiment soit de la chance ou de la super détermination pour se sortir en fait du cercle vicieux qui enfermait un peu les gens dans leurs conditions actuelles, que ce soit les gens qui étaient aisés ou pauvres, mais bien sûr, ceux qui étaient pauvres avaient moins de choix. Le côté que le crime était peut-être courant, mais que c'était peut-être aussi dans certains cas des crimes qui étaient... Là, on parle pas de meurtre, là, je parle plus de vol, mais qui était plus par nécessité, comme quoi c'est pas nécessairement évident, comme je vous disais, là, d'échapper un peu à son destin qui est un petit peu socialement conditionné. Donc ça, c'est super intéressant. On est vraiment allé plus profondément là-dedans. On sent vraiment comme une soif d'indépendance de la part de Louisa Cannon. Et on voit que les choses changent un peu aussi au sein de la maisonnée des Mitford. Les enfants ont vieilli aussi, donc je vous en dirai pas plus, mais c'est sûr qu'on sent que ça bouge, puis que peut-être que Louisa Cannon va se permettre de tenter de voir comment elle voit son futur, même si techniquement elle est née dans des conditions sociales qui faisaient en sorte qu'elle n'avait pas vraiment de choix techniquement. C'est-à-dire que déjà qu'elle survive, c'était déjà beau. Donc on sent que ça va mijoter en elle. Et à la fin dans le fond, la chute, bien sûr, va contenir la résolution des deux enquêtes parallèles de Guy Sullivan et de Louisa Cannon. On va quand même les voir, ces deux-là, se retrouver un peu, avoir à travailler en collaboration potentiellement dans certains moments. Et voilà, pour la suite des choses, j'en dirai pas plus. Mais c'est super intéressant, ça me donne vraiment envie de lire le tome 3. Je crois que j'ai préféré ce tome. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le tome 2, je ne sais pas trop pourquoi. C'est vrai que c'était quand même très politique et social. Donc peut-être que c'est cette dimension-là qui a moins plu. Parce qu'on était vraiment dans le côté, comme je vous dis, c'était basé quand même sur certains faits. Donc le fait que justement, les sœurs Mitford avaient des caractéristiques en particulier. Là, on suivait Pamela Mitford, qui était un petit peu plus celle qui était omis, qui voulait rester à la maison, qui osait comme pas trop sortir en société. Mais Nancy Mitford était très revendicatrice, ça brisait les règles et tout ça. C'est une aînée, donc c'est sûr que... Et puis, bref, ça c'était quand même relativement réel. La bande des 40 voleurs, c'était réel aussi. Donc, on sent que l'autrice, c'est quand même basé sur des choses qui sont réelles, tout en, évidemment, en inventant le restant. Là, il n'y a pas nécessairement eu de meurtre, il n'y a pas nécessairement eu d'enquête, mais c'est intéressant de voir ça. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, le côté
comment on peut apprendre à découvrir la société à travers justement cette fiction-là. Puis dans ce cas-ci, c'est vrai qu'une grande place a été faite à la description de conditions, la description d'ambiance, ce qui faisait en sorte qu'on comprenait mieux les dilemmes que les personnages avaient à vivre. Donc, c'est vrai que peut-être qu'à ce moment-là, l'enquête est allée un peu moins vite, mais là, moi, ça me plaisait quand même bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une excellente, excellente lecture. Puis, j'ai vraiment envie de lire le tome 3 sans conteste. Donc, voilà, belle découverte. Et finalement, ce matin, je me suis levée très tôt. Puis, j'ai fini par décider de lire le fameux Jean-Christophe Réel que j'avais acheté, donc le petit recueil de poésie, Le plancher de la lune de Jean-Christophe Réel, et qui était dans la collection de la courte échelle pour la poésie de 9 ans et plus. Et ça mettait en scène un narrateur qui fuit dans l'imaginaire en raison du fait qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est un grand dyslexique, là, puis il nous explique un peu comment sa perception des mots et tout ça. Fait que ça me tentait bien comme prémisse. J'ai bien aimé certains poèmes. Ça reste quand même comme c'est une histoire en vers libre, parce que dans le fond, c'est tous des petits bribes de son quotidien qui font en sorte qu'on va comprendre un peu qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il y a. Puis j'ai aimé ça, mais comme à chaque fois pour les Jean-Christophe Réel, je sais pas trop, on dirait que ça répond moins bien pour la poésie jeunesse pour moi. Je suis un peu restée sur ma faim par rapport à la dyslexie. Il y avait des beaux vers. Il y avait comme deux choses. Il y avait, comme je vous dis, l'enfant qui a à gérer la différence, sa grande difficulté à communiquer parce que en fait, il n'est pas capable vraiment de lire, il a de la difficulté à comprendre des consignes et tout ça. Et comme pour qui les mots, en fait, sont comme un calvaire, entre guillemets. Et en même temps, sa façon de gérer ça, donc sa façon de fuir dans l'imaginaire et tout ça. Donc ça se côtoyait beaucoup dans le recueil. Là, c'est quand même intéressant. J'ai eu l'impression que c'était moins arrimé entre les deux. On dirait que c'était comme deux choses séparées. Puis on se perdait un petit peu comme lecteur. Puis je pense que j'aurais aimé ça en avoir un peu plus, peut-être même sur la dyslexie. Pas en termes techniques, là, c'est un recueil de poèmes, mais sur vraiment qu'est-ce qui ressortait. En même temps, on le voit à plusieurs moments. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que j'ai pas embarqué, mais j'ai pas embarqué. Donc, c'est pas une mauvaise lecture. Moi, ça m'a pas vraiment interpellée, alors que j'étais hyper intéressée par la prémisse, par l'idée de faire justement un recueil là-dessus. Puis il y a eu quelques moments où j'aurais pu noter des citations puis que je trouvais intéressant. Mais on dirait que je sais pas, on dirait que j'étais pas trop sûre que c'était. Non, pourtant. Peut-être que c'était le ton. Il y avait certains vers qui étaient super intéressants, comme par exemple le premier, je me permets de vous le lire, c'est à la page 5, donc c'est vraiment un court vers, un court poème. Donc c'est « J'essaie d'avoir les deux pieds sur terre, mais je ne sens pas la terre. Je ne sens que le plancher. » Donc, ça commençait comme ça. Je trouvais que ça commençait fort, mais après ça, on dirait qu'on se perdait un peu. Puis il y avait comme une cohabitation d'italique versus de non-italique. Puis on dirait que j'ai pas trop. Je sais pas j'arrivais pas à saisir. J'ai peut-être essayé de trop comprendre. J'ai aucune idée. Bref, je vais m'arrêter là. Mais si jamais vous voulez tenter le coup, peut-être que c'est moi qui est complètement à côté de la plaque. Là, mais voyez-vous, peut-être que moi, à ce moment-là, je me rends compte que oui, j'ai lu Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel, puis c'était quand même allé m'interpeller. J'aimais bien sa plume. Mais pour moi, j'ai essayé 2 recueils dans la collection poésie de la courte échelle qui sont écrits par Jean-Christophe Réel. Puis bien que je retrouvais l'habileté de sa plume en certains cas, pour moi, c'était comme trop inégal. Puis ça m'a pas. J'ai pas réussi à me laisser porter par son écriture dans cette formule-là. Mais peut-être que je suis pas le public cible non plus. Donc, je vous invite à vous faire votre propre idée par rapport à ça. Mais j'ai quand même lu ça. Donc, je dirais que c'est une lecture correcte, mais qui m'a laissé sur ma faim un petit peu quand même. Donc, voilà pour ma lecture. Et ce sera la dernière lecture du vlog. Aujourd'hui, j'ai fait une petite mission secrète. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais essayer de m'arranger pour qu'il y ait une petite vidéo spéciale qui paraisse potentiellement juste après la mise en ligne de ce vlog-ci, donc peut-être dimanche prochain. Et tout ce que je peux vous dire, je vais vous montrer ça super vite, mais ça implique potentiellement que
Et c'est pas terminé, sans doute. Donc, ça implique potentiellement que ma fille à lire va pas nécessairement rétrécir, mais c'est pas nécessairement mon but. Donc, voilà, j'ai profité du beau temps pour me balader tout en profitant de mon intérêt pour les livres. C'est tout ce que je peux dire. Alors, restez à l'affût et n'oubliez pas de vous abonner, justement. Tiens, comme ça, vous allez avoir une notification pour vous dire si et quand je vais finalement mettre en ligne une vidéo qui va pouvoir vous dévoiler ce que je vous ai un petit peu montré à l'instant. Puis sinon, ben, j'espère que cette semaine-là vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'aime beaucoup ça, passer du temps avec vous. Écoutez, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Est-ce que... bon, ben, j'ai lu différentes choses cette semaine. Ça a été quand même particulièrement axé vers le policier puis les romans graphiques, mais j'ai quand même un peu touché à la poésie. Est-ce que vous, dans les nouveautés, il y a des choses dans ces genres-là que vous attendez avec impatience? Est-ce que vous voulez m'en parler? Alors, n'hésitez pas, manifestez-vous, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, comme à l'habitude, je vous souhaite des super belles découvertes. Puis, bien, j'ai bien hâte qu'on se revoie de nouveau dans le prochain vlog. Puis, ben, je vous dis à la prochaine!